Monsieur Nasrou, dans la célèbre fable, Jean de La Fontaine disait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Vous, semble-t-il, avez fait les deux. Vous êtes parti à point, mais vous n'avez pas manqué de courir. Cher public, laissez-moi vous conter l'histoire d'une course. Cette course, c'est celle de Monsieur Nasrou. Elle débute le 13 juillet 1987 à Casablanca. Vous naissez d'un père professeur de littérature arabe et d'une mère employée dans une compagnie aérienne. Vous étudiez dans des établissements francophones et découvrez la culture française au travers de Jules Verne. Il apparaît donc pour vous comme une évidence de poursuivre vos études en France. Boursier d'excellence du gouvernement marocain, vous quittez Casablanca pour intégrer la classe préparatoire aux grandes écoles de commerce du lycée Sainte-Geneviève à Versailles, autrement dit Ginette. Ah, Ginette, quelle drôle d'image de la France avez-vous dû découvrir, vous qui vous en étiez fait une certaine idée par vos lectures. Il est vrai que de Jules Verne à Ginette, il n'y a qu'un pas. Toujours est-il qu'après 2 ans à l'institution Sainte-Geneviève, vous intégrez HEC en terminant 11e au concours. Souffrez, je vous prie, Monsieur Nasrou, que ce ne soit aujourd'hui qu'un simple essai qui vous présente. Direction donc Jouy-en-Josas pour la plus prestigieuse des écoles de commerce. C'est là que commence votre carrière en politique, et je ne parle pas du collectif que vous avez fondé contre la circulaire Guéant, mais bien de votre mandat en tant que président du BDE d'HEC. L'année 2008 fut, paraît-il, un grand cru pour les fameuses Party of the Week josasiennes. Plus sérieusement, vous diplômez d'HEC en 2012 et êtes rapidement engagé par Valérie Pécresse, elle-même ancienne élève à la fois de Ginette et d'HEC. Madame Pécresse fait alors de vous son porte-parole de campagne pour les élections régionales de 2015. Suite à la victoire de cette dernière, vous devenez successivement président de la commission économique, puis vice-président chargé des affaires internationales et du tourisme, le tout à seulement 28 ans. Mais vous ne vous arrêtez pas là et êtes élu président du groupe Les Républicains de la région Île-de-France l'année suivante. Vous vous réclamez de la droite vintage, de la droite libérale, et vos chevaux de bataille sont notamment l'immigration clandestine, la ghettoisation des quartiers, ou encore toute mesure que tente de prendre Anne Hidalgo, la maire de Paris. Vous avez ensuite été porte-parole de Valérie Pécresse pendant les élections présidentielles de 2022 et directeur de campagne de Bruno Retailleau lors des élections internes aux Républicains. Vous exercez aujourd'hui la fonction de 2e vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et êtes en charge de la jeunesse et de la promesse républicaine. En parallèle, vous êtes le président d'une pépinière d'entreprise à Montigny-le-Bretonneux. Cher public, vous l'aurez compris, Monsieur Nasrou n'a pas perdu de temps pour prendre son envol. Comme je le disais en préambule, rien ne sert de partir à point lorsque l'on peut courir. Monsieur Nasrou, bienvenue à la Grande Tribune. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas par où commencer après une telle présentation que je ne mérite probablement pas. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous et merci à la Grande Tribune, merci aux organisateurs pour leur invitation. Et c'est effectivement, vous avez un thème aujourd'hui qui m'a beaucoup intéressé dans le cadre de mes responsabilités actuelles à la région Île-de-France, de la jeunesse, de la promesse républicaine. Je m'occupe d'orientation, d'insertion professionnelle, de réussite, d'égalité des chances. Et ce thème de l'envol m'a beaucoup interpellé. Et j'aimerais partager avec vous un paradoxe, 2 principes et 3 convictions que nous mettons en œuvre dans notre action publique à la région Île-de-France. D'abord, un paradoxe que je vous pose et sur lequel j'aimerais beaucoup avoir votre retour, peut-être ensuite, pour ceux qui viendront échanger. Comment se fait-il que nous soyons le pays dans lequel nous avons probablement la dépense sociale la plus élevée au monde, dans lequel le mot d'égalité est inscrit au fronton de tous nos édifices publics, dans lequel, effectivement, ce thème de l'égalité a une telle place dans notre vie publique, et pourtant, avec des inégalités qui sont ce qu'elles sont. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, quand on est issu d'un milieu modeste, pour arriver à la classe moyenne, il faut en moyenne 6 générations. En Europe, il n'y a que la Hongrie qui fait moins bien. On est le pays le plus inégalitaire d'Europe, malgré tout ce que je vous ai dit, après la Hongrie. Et dans le même temps, moi, je suis vice-président d'une région dans laquelle, au moment où je vous parle, nous avons 270 000 jeunes sans emploi, sans formation, hors de tout cursus. Dans un pays comme le nôtre, 270 000 jeunes, et à un moment où nous n'avons jamais eu autant d'emplois non pourvus. Et donc, si vous voulez, il y a ce grand paradoxe qui, moi, la mission qui m'a été confiée désormais à la région Île-de-France, qui est comment est-ce qu'on arrive à donner un chemin de réussite à nos jeunes en particulier, mais globalement à tous les Français et à tous les Franciliens. Et ce paradoxe, j'aimerais vraiment le lever avec vous, et vous avez choisi ce thème de l'envol, justement. Et l'envol, d'abord, quand on dit l'envol, on dit s'envoler, et s'envoler, moi je retiens que
c'est un verbe qui n'est pas transitif. On n'envole pas quelqu'un, on s'envole soi-même. Et c'est un verbe qui est pronominal, c'est quelque chose qu'on se fait à soi-même. Et si vous le voulez, ce sera le début de ma réflexion. Il y en a beaucoup qui disent « l'ascenseur social est en panne ». Je vais peut-être vous choquer, ce n'est peut-être pas plus mal que l'ascenseur social soit en panne. Parce que cette idée qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour s'élever, moi je n'y crois pas. Et c'est le premier principe que je veux partager avec vous. Il y en a qui parlent davantage d'un escalier social. De cette idée où il faut quand même, l'expression n'est pas de moi, faire un effort. Que ça ne se fait pas tout seul, qu'on est acteur et qu'on ne doit pas subir des aides qui nous tombent dessus et dont on n'est pas nous-mêmes à l'origine ou à l'initiative. Ça, c'est le premier principe. Le second principe que je veux partager avec vous, et je ne sais pas si ce sera votre conviction aussi, mais moi, je ne crois pas au déterminisme. Je pense que tous ceux qui nous expliquent que tout est uniquement une histoire de facteurs socio-culturels, socio-économiques, que tout est une question de causalité, ben je suis désolé, moi je n'y crois pas, et je pense que si on pense cela, il n'y a aucune vie en société possible. Je ne crois pas au déterminisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facteurs contre lesquels il faut lutter, mais cette idée que tout est écrit d'avance dans notre société, je crois que c'est une idée terrible, je crois que c'est une idée suicidaire pour un pays. Et je vous dis cela parce que, c'est ce que je vous avais dit, bon, je ne reviens pas sur mon parcours, moi dans ma famille, personne n'a jamais fait de politique, je suis né à l'étranger, je suis devant vous aujourd'hui, donc je ne peux pas croire qu'on est toujours conditionné à suivre un seul chemin. Et en vous disant cela, il y a 3 convictions très concrètes que nous mettons en œuvre à la région Île-de-France et que je vous expose sur ce thème de l'envol, sur ce thème de l'égalité des chances. La première, c'est qu'avoir sa chance, ce n'est pas avoir son chèque. J'utilise des mots forts parce que je veux vous interpeller là-dessus. Qu'on aide les gens, bien sûr qu'il faut le faire. Mais encore une fois, il ne suffit pas de verser une aide pour espérer que les gens s'en sortent. À la région Île-de-France, on a fait un chemin inverse. Je vous donne un exemple. Nous avons mis en place un revenu jeune actif. Le revenu jeune actif, c'est un revenu pour les jeunes. Nous versons jusqu'à 5 000 € aux jeunes qui sont sans emploi et sans formation. Mais à condition seulement qu'ils suivent une formation dans un métier qui recrute. À cette condition-là, pour 6 mois de formation, vous avez une rémunération. Mais vous voyez, c'est très différent de l'idée simplement qu'il faut faire de la dépense publique, il suffit de verser de l'argent pour que les gens s'en sortent. Non, il faut leur donner bien sûr des leviers, mais des leviers qui les mènent réellement vers un chemin de réussite, en l'occurrence vers de la formation, parce que je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu autant d'emplois dans notre pays, dans le BTP, dans la sécurité, dans le numérique, dans le médico-social, dans l'agroalimentaire, dans l'environnement. Et donc nous avons créé ce revenu jeune actif, j'en profite aussi pour le dire. Je profite pour le dire parce que la deuxième conviction que je veux partager avec vous, c'est que la première discrimination sur cette question de l'égalité des chances, elle est entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ont le bon réseau et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas. Faire savoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Je viens d'en citer un que nous avons mis en œuvre à la région Île-de-France. Mais est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que tous les jeunes concernés le savent? Moi, je suis élu d'une ville qui s'appelle Trappes. Et je peux vous dire que vu de Trappes, eh bien, le nombre de jeunes qui ne savent même pas les dispositifs qui existent, qui n'ont plus le réflexe d'aller franchir la porte de la mission locale, de l'association, de la mairie, pour savoir ce qui est prévu pour eux, eh bien, c'est là où il y a un fossé abyssal qui se crée dans notre société. Et ici, il y a probablement parmi vous des jeunes bien renseignés sur les chemins qui existent, sur les formations qui existent, et d'autres qui ne le savent pas. Et cet accès à l'information, et c'est pour ça que ce que vous faites ici aussi est important et que j'en profite, c'est absolument essentiel. On a créé pour cela à la région Île-de-France une agence qui s'appelle Oriane. Oriane, c'est la contraction de Marianne et d'orientation, qui regroupe toute l'offre de formation, tous les dispositifs qui existent et qui va aller, elle existe depuis le 1er janvier dernier, à la rencontre de tous les jeunes sur tous les territoires pour proposer à tous les franciliens tout ce qui existe pour eux. Mais cet accès à l'information, vraiment, c'est la première des discriminations et c'est là où on a quelque chose aussi sur lesquels nous ne sommes pas assez bons probablement dans notre pays, alors qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et puis ma troisième conviction que je veux partager avec vous, c'est que cette idée que tout le monde doit avoir la même chose, je n'y crois pas. Cet égalitarisme qu'on nous vend parfois, moi je ne le partage pas. Je crois que l'égalitarisme, c'est la pire des condescendances. C'est l'idée qu'on doit donner la même chose à tout le monde parce qu'il y en a qui n'y arriveraient jamais autrement. Moi je ne le crois pas. Je crois que tout le monde peut avoir un chemin de réussite. Et donc je ne veux pas de cette condescendance-là. Mais néanmoins, il y a des freins qu'il faut savoir lever. Il y a ce que certains appellent des freins périphériques. Ils ne sont pas périphériques du tout. Ce sont parfois des vrais obstacles sur certains territoires, pour certains profils. Je vous donne un exemple, et là aussi j'en fais la promotion, parce que j'avais prévu de vous parler de manière brève et très concrète. Parce que quand on est un élu engagé en politique, c'est facile de faire des grands discours conceptuels, mais moi je veux vous montrer que derrière la théorie, il y a des dispositifs concrets que nous essayons de mettre en œuvre quand on est élu.
Et en l'occurrence, nous avons mis en place un permis de conduire que nous prenons en charge, jusqu'à 1 300 € pour tous les jeunes en insertion, pour tous les jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour tous les jeunes qui sont en milieu rural, parce que pour ces publics-là, c'est un frein énorme, l'accès à la mobilité, c'est un frein énorme pour l'emploi. Et nous prenons en charge le permis de conduire jusqu'à 1 300 €. Ça, c'est une manière concrète d'aider ceux qui veulent s'en sortir, qui vont faire l'effort d'aller passer le permis, mais qui n'ont pas toujours les moyens d'aller à l'auto-école et de débourser près de 1 300 €, souvent plus d'ailleurs, pour financer leur permis de conduire. Vous voyez, c'est très concret. Au moment où je vous parle, c'est un nouveau dispositif, c'est une nouvelle aide. On en fait 3 000 par mois. Et donc, vous voyez que derrière tout cela, il y a ces principes finalement assez simples. Là aussi, lever les freins, c'est lever les freins pour le financement des études. Je veux vous dire qu'à la région Île-de-France, nous travaillons à une banque pour les jeunes. Une banque pour laquelle vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, contracter un prêt étudiant, mais avec une spécificité, parce que les prêts étudiants, ça existe déjà, mais un prêt qu'on ne remboursera que quand on atteindra un certain niveau de revenu. Ça existe en Angleterre, ça existe en Suède, ça n'existe pas en France. Et je sais que beaucoup d'étudiants n'osent pas s'endetter de peur de ne jamais pouvoir rembourser leurs études. Et donc, n'avoir à rembourser que quand on atteint un certain niveau de revenu, ça sera une innovation, nous y travaillons beaucoup en ce moment et j'espère que dès l'année prochaine, cette nouvelle offre, là aussi de manière très concrète, ceux qui veulent poursuivre leurs études ne doivent pas avoir de freins financiers, quel que soit leur milieu d'origine, quelles que soient leurs conditions sociales. Ça, c'est la promesse républicaine, ça, c'est la vraie égalité des chances et c'est pour cela que l'an prochain, nous mettrons en place cette Banque régionale des jeunes. Donc vous voyez, financer des formations qualifiantes, verser un revenu pour que les gens puissent la suivre, prendre en charge le permis de conduire pour les jeunes qui ne le peuvent pas, financer les études pour tout le monde, et bien sûr on les rembourse quand on peut travailler, mais derrière il y a toujours cette idée du mérite, de la méritocratie, du travail, et non pas de ce nivellement par le bas que parfois on nous vend et qui n'est pas une solution. Moi c'est ça que votre thème m'a inspiré aujourd'hui, et qui relie à la fois des grands principes, ceux que je vous ai évoqués, et puis des dispositifs très concrets que nous mettons en œuvre. Je vous parle là d'un budget uniquement sur les exemples que j'ai cités, de 50 millions € cette année que nous mettons en œuvre pour cette égalité des chances qui ne doit pas être un concept théorique. Voilà, donc moi, mon parcours, merci de l'avoir présenté, mais finalement, il a peu d'importance. Moi, je n'ai jamais prétendu être un exemple. Tout le monde ici a un parcours spécifique et c'est très compliqué de prendre un chemin et d'en faire une référence pour d'autres. S'il y en a parmi vous qui s'intéressent à l'engagement public, je serais très, très heureux de leur en parler plus en détail. Mais la réalité, c'est que si on n'arrive pas dans notre pays à faire en sorte que l'envol, ce soit vraiment un chemin qui soit proposé à tous nos concitoyens et en particulier aux plus jeunes, moi j'ai une inquiétude pour notre capacité à faire une société qui soit soudée, dans laquelle il y a une vraie cohésion. Et je vous le dis dans des mots assez graves, mais c'est vrai qu'on est dans un moment, et la table ronde précédente en a parlé aussi, où il y a une forme de délitement, où il y a une forme d'abattement, de défaitisme, où on a le sentiment qu'un certain nombre de jeunes, et vraiment vous êtes des ambassadeurs pour eux, ont le sentiment qu'ils sont déterminés à tout jamais, qu'il y a des choses auxquelles ils n'auront jamais le droit, qu'il y a des métiers qui leur sont interdits et d'autres qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est contre cette fatalité-là que nous sommes engagés à la région, mais avec bien d'autres élus dans bien d'autres collectivités, au niveau national aussi. Et c'est pour cette mission-là, cet objectif-là, que nous avons aussi besoin de vous, pour faire connaître tout ce qui existe, pour aller chercher tous ces jeunes qui sont désœuvrés et qui n'osent plus y croire. Et cela, c'est aussi, je pense, la vocation de ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'être parmi vous encore aujourd'hui. Et je le serai tout à l'heure pour ceux qui souhaitent échanger. Voilà, donc l'envol, merci de permettre à tous nos jeunes, et pas simplement ceux qui sont là, de s'envoler demain, pour que notre pays puisse lui aussi s'envoler à nouveau. Merci du fond du cœur de votre écoute et très bonne journée.